Bonjour à tous et bienvenue pour ce live BCE, pour ce rendez-vous avec Mario Draghi et la Banque Centrale Européenne. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 juillet. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et c'est donc aujourd'hui le live BCE qui débute à 14h15. À 14h30, nous retrouverons donc le discours de Mario Draghi. Je vais suivre son discours en parallèle de mes graphiques. On va décrypter ensemble les mouvements de marché. Bien évidemment, à 14h30, les marchés seront particulièrement volatiles. Alors un peu moins puisque nous sommes pendant l'été et que les attentes par rapport à la BCE sont relativement faibles. Mais je tiens à quand même appuyer sur ce point. Ce n'est pas une émission de trading, c'est une émission analytique. Le but est de constater, d'étudier les réactions du marché, que ce soit sur les indices, le forex, les matières premières, donc les réactions des marchés suite au discours de Mario Draghi. À 14h30, il y a souvent de la volatilité, une augmentation des spreads, parfois du slippage sur les indices ou sur l'euro quand il y a des gros décalages. Donc le but n'est pas forcément de mettre à profit ces mouvements de très court terme, mais plutôt d'analyser les prises d'appui sur des supports ou des échecs sous résistance, d'analyser la rhétorique de la Banque centrale américaine via Mario Draghi et ainsi d'avoir l'avis de la BCE sur de nombreux sujets que nous allons voir dans quelques instants. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue également ceux qui verront cette vidéo sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie chaudement. Comme pour chaque émission, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme à chaque émission, à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Alors, dans cette émission, nous allons voir quelles informations nous délivrera Mario Draghi à 14h30. Est-ce que le président de la BCE va attendre le mois de septembre pour modifier sa politique ou est-ce que des modifications vont intervenir en ce mois de juillet ? À la fin du premier semestre, Mario Draghi avait laissé entendre qu'il voulait laisser du temps au temps pour voir quels impacts avait donc le programme de quantitative easing sur les marchés, sur l'inflation et puis plus récemment, la BCE a lancé un programme de rachat d'obligations d'entreprise. Donc potentiellement, Mario Draghi va essayer de se laisser du temps et va peut-être botter en touche. Néanmoins, nous l'attendons sur d'autres sujets d'importance, sur le Brexit, sur les banques italiennes, sur les chiffres récents en zone euro. On va voir tout de suite cela dans quelques instants. On va voir également que l'euro est dans les starting blocks, il est dans un triangle journalier très attentiste entre 1,10 et 1,1150. Et donc, est-ce que Mario Draghi va avoir des propos accommodants qui pèseront sur l'euro ou est-ce qu'au contraire, comme c'est arrivé à de nombreuses reprises depuis le mois de décembre 2015, est-ce que l'euro va partir à la hausse avec, malgré, on va dire, les propos de la BCE ? Et puis le CAC 40 est à l'approche de résistance. Ce matin, il a approché la zone des 4400 points, comme hier, comme en début de semaine, comme en fin de semaine dernière. Donc les 4400, c'est vraiment une zone clé sous laquelle le CAC 40 s'est stabilisé ces derniers jours. Et on verra si enfin la cassure de cette résistance se fait ou si au contraire, on restera dans un range entre 4300 et 4400 points. Nous allons bien évidemment passer en revue les actifs impactés en live sur la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos questions tout au long de cette émission. Alors, les marchés s'attendent a priori à un non-événement ce jour. La question est, est-ce que Mario Draghi attendra septembre pour modifier sa politique monétaire ?
En effet, on a eu le Brexit à la fin du mois de juin. Depuis ce fameux Brexit, la BCE a laissé entendre qu'elle utiliserait tous les outils à sa disposition pour soutenir les marchés si nécessaire. Donc il sera important de voir quel regard porte la BCE sur les impacts potentiels du Brexit. Mario Draghi va-t-il simplement inviter les opérateurs à attendre les effets positifs de sa politique sur le marché obligataire, sur l'inflation, comme il l'avait fait il y a 6 semaines? Le président de la BCE va-t-il modifier les aspects techniques des rachats d'obligations opérés par la BCE, les actifs éligibles pouvant manquer à terme? Donc voilà, on va voir s'il y a une modification sur les rachats d'obligations qui va se faire. On va voir donc si Mario Draghi nous en parle. Et puis la question, c'est est-ce que le discours de Mario Draghi va engendrer la hausse de l'euro comme lors de certaines des dernières réunions et potentiellement faire pression sur les indices, ou est-ce qu'il va réussir à faire pression sur l'euro et faire monter les indices? Eh bien, nous allons voir ça dans quelques instants à 14h30. L'euro est dans les starting blocks. Vous voyez ici un graphique en données journalières depuis à peu près janvier dernier, depuis le début de l'année. Donc depuis le début de l'année, l'euro-dollar était dans un canal haussier très proprement respecté. À la suite du Brexit, eh bien, on est sorti par le bas de ce canal et on est venu se poser sur une zone de soutien clé sur la zone des indices. L'euro est donc à la croisée des chemins. Si les indices venaient à casser en cours de clôture, si on clôturait en fait sous les plus bas d'hier à 1,0980 et que l'on sortait de ce triangle par le bas, dans le sens de l'impulsion baissière donnée par le Brexit, eh bien on pourrait potentiellement rejoindre les 1,08. Néanmoins, je trouve le consensus particulièrement baissier. Je ne m'attends pas à de grandes nouvelles de la part de Mario Draghi. Or, si les opérateurs considéraient que Mario Draghi bottait en touche, eh bien, l'euro-dollar pourrait se reprendre comme c'est déjà arrivé, par exemple, ici au mois de mars. Souvenez-vous, Mario Draghi ici avait tenté de faire pression sur l'euro. On était passé de 1,10 à 1,08 en séance, puis on était parti très nettement à la hausse. On avait eu la même réaction au mois de décembre 2015. Donc voilà, là c'est vraiment quitte ou double pour l'euro-dollar sur la zone des indices. Si on arrive à tenir cette zone de prix, on pourrait remonter vers les 1,1150 et la moyenne mobile à 30 périodes. Si on casse ce seuil en cours de clôture, j'ai bien dit en cours de clôture, eh bien on pourrait revoir les 1,09 et les 1,08. Pourquoi est-ce que j'insiste sur l'importance du cours de clôture? Eh bien tout simplement parce que souvent, quand on a rendez-vous avec la BCE ou avec une banque centrale en général, eh bien, il y a une forte volatilité. On peut très bien connaître un choc baissier, puis ensuite une remontée fulgurante comme au mois de mars dernier. C'est pour cela que l'on va suivre donc les variations de marché dans les 30-45 minutes qui suivent le discours de Mario Draghi. Mais j'insiste sur l'importance du cours de clôture ce soir à 22h afin de valider ou non un redémarrage haussier ou un signal baissier. Côté 440, le 440 est donc à l'approche de résistance. On a ici un graphique du 440 depuis la fin du mois de mars 2016 en données journalières. Le 440 évolue dans un marché haussier en journalier. Depuis le Brexit, il est dans un mouvement de rebond relativement puissant. Les acheteurs ont la main tant qu'on est au-dessus de 4300 points aux données journalières, la tendance reste haussière. Néanmoins, vous l'aurez remarqué très certainement sur mes graphiques, il y a de nombreuses résistances au-dessus de nos têtes. En effet, au-dessus des 4400 points, le CAC pourrait rejoindre les 4470 points. Or, les 4470 points, c'est une oblique qui passe par tous les plus hauts depuis le mois d'avril. C'est également la moyenne mobile à 200 séances qui passe par les plus hauts d'avril, de mai, de juin. Et donc, si on venait à casser 4400, ce serait un éventuel signal haussier pour rallier cette zone des 4470. Mais on se retrouverait très rapidement sous une zone de résistance majeure. Et même si on passait 4470, au-dessus, la zone des 4500 est une zone horizontale, plus une oblique qui passe par tous les plus hauts depuis un an. Car ne l'oublions pas, à moyen terme, le CAC et le DAX depuis un an sont dans des tendances baissières.
Si Mario Draghi arrive à être convaincant, s'il est accommodant, si cela plaît aux opérateurs, le CAC pourrait garder une tendance haussière et pourrait, grâce notamment aux résultats d'entreprises qui sont jusqu'ici bons aux États-Unis et en Europe, casser les 4400 soit aujourd'hui, soit dans les séances à venir pour aller chercher sa résistance. Si au contraire ça ne passe pas, si Mario Draghi n'est pas convaincant, s'il botte complètement en touche et que les opérateurs sont un petit peu déçus, eh bien on pourrait rapidement revenir vers les 4280-4300 points, le fameux support journalier dont je vous parlais tout à l'heure. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets et je vous ai préparé des graphiques en données 4 heures. Regarder des graphiques en données 4 heures, ça permet de ne pas surréagir en regardant des graphiques 5 minutes ou 15 minutes. Et ça permet également d'avoir une vision des actifs que l'on étudie sur plusieurs séances, voire plusieurs semaines. Ainsi, en haut à gauche, vous avez ici le graphique du Standard & Poor's, le S&P 500. On est bien évidemment dans une tendance haussière forte. On a des supports qui remontent au fur et à mesure de la hausse. Ces dernières séances, on s'est stabilisé dans la zone des 2160-2175 points. On a une petite droite de tendance haussière ici qui passe par tous les plus bas des dernières séances. On a un niveau de résistance horizontale à 2176. Donc si on venait à casser cette oblique de soutien, eh bien on aurait très certainement une consolidation vers les supports 2160, 2150, voire les anciens plus hauts historiques à 2137. Tant qu'on tient cette oblique de soutien, on peut latéraliser, voire par la suite casser les plus hauts et continuer dans le sens de la dynamique haussière. Concernant le graphique du milieu, ici c'est le CAC 40. Le CAC 40 est donc dans un mouvement de reprise haussier depuis le Brexit. À court terme, il est stabilisé sous une résistance à 4400 points. Le support journalier est entre 4270,80 et 4300. C'est la zone ici. C'est une zone horizontale, mais ça correspond aussi à une oblique qui passe par tous les plus bas depuis les dernières semaines. Elle passe vers 4270. C'est pour ça que je vous parle d'une zone de prix. Alors à très court terme, le CAC 40 est haussier le long d'une oblique comme le SP500. Le plus bas de ce matin, c'est 4348. C'est la médiane du range entre 4003 et 4004. Donc si on tient cette oblique, on peut retourner challenger les 4390 et en cas d'accélération les 4004, voire de nouveau plus haut, direction 4470. Si au contraire, on accélère, on casse le support des 4350, les plus bas de ce matin, on pourrait revenir rapidement vers 4003, voire tester la zone ici des 4270-4300. Ici à droite, vous avez un graphique en données 4 heures sur l'USD-Yen. Donc depuis à peu près 10 jours, l'USD-Yen était dans un mouvement haussier puissant. C'est un mouvement spéculatif qui est dû aux anticipations de quantitative easing de la BOJ. En effet, nous avons rendez-vous avec la Banque du Japon vendredi prochain, le 29 juillet, et la Banque du Japon serait susceptible d'augmenter son programme de rachat d'actifs. Néanmoins, ce matin, un froid a été jeté sur la paire qui a perdu 150 points très rapidement car la Banque du Japon a laissé entendre que l'hélicoptère money n'était pas une option. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'hélicoptère money, eh bien, dans un premier temps, le Japon, pour soutenir ses marchés, eh bien, ils ont acheté des obligations. Ensuite, ils ont acheté des actions d'entreprise et des ETF sur le marché. Et donc, il reste une option, c'est l'hélicoptère money. Ce serait de donner de l'argent à la population. Donc, la Banque centrale imprimerait des billets, donnerait de l'argent à la population. Et la population, en dépensant cet argent, tenterait de faire remonter la croissance et l'inflation. Alors bien évidemment, ça revient à donner du cash aux gens, ce qui est vraiment très particulier, on n'a jamais vu ça. C'est une sorte de légende urbaine dont les opérateurs parlent actuellement. Les banquiers centraux, pour l'instant, laissent entendre que ça n'aura pas lieu. Mais vous savez, avec les modifications des politiques monétaires des banquiers centraux ces 2-3 dernières années, avec tous les taux obligataires qui ont plongé en négatif, rien n'est impossible en bourse. Et puis en bas à gauche, vous avez un graphique sur le pétrole qui consolide depuis 15 jours et qui évolue le long d'une oblique baissière sur lequel il a pris appui hier grâce au stock. Ici au milieu, vous avez l'euro-dollar en données 4 heures, coincé entre 1,0980 et 1,1190. Et ici à droite, vous avez un graphique sur l'or. L'or en données journalières depuis une semaine consolide et l'or s'approche des 1305-1310 $ qui est une zone de soutien.
On verra dans les heures et les jours à venir si l'or continue de baisser ou si au contraire on casse l'oblique qui passe par tous les plus hauts des dernières séances, auquel cas on pourrait parler de redémarrage de la dynamique haussière. Donc voilà, vous êtes tous connectés, on a fait l'introduction, les statistiques américaines sont en train de tomber, on a les inscriptions au chômage qui viennent de tomber aux États-Unis, on a l'indice de la Fed de Philadelphie qui vient de tomber, il est inférieur aux attentes, il est tombé à moins 2,9 alors qu'on attendait 4,5. Peu de commentaires pour l'instant sur ce qu'il se dit à la BCE. Ça va peut-être commencer dans quelques instants. Donc les taux, bien évidemment, à 13h45 n'ont pas été modifiés. Il y a des spéculations sur le fait que la BCE pourrait encore modifier en septembre, mais cela reste des spéculations. Pour l'instant, on attend juste un Mario Draghi, notamment accommodant, bien évidemment. Mario Draghi est le président de la BCE. La BCE est là pour organiser la stabilisation des prix, mais également la stabilité politique. Mario Draghi se doit d'être prudent, mais confiant et accommodant pour pouvoir soutenir les marchés. S'il botte réellement en touche, comme je vous le disais tout à l'heure, et qu'il ne nous apprend rien du tout, eh bien l'euro-dollar serait susceptible de décaler à la hausse depuis la zone des 1,0980-1,10. Si au contraire, il nous parle de modification de sa politique monétaire, d'allongement de la durée, etc., ça pourrait faire pression sur l'euro, mais a priori, ce n'est pas forcément au programme. Concernant les indices boursiers, ce qui compte, c'est est-ce que Mario Draghi est confiant pour la zone euro malgré le Brexit? Est-ce que Mario Draghi va nous parler des banques italiennes et de leur situation alarmante? Et quel discours va-t-il tenir à ce sujet? Draghi, donc Mario Draghi salue une résilience encourageante des marchés après le Brexit. En effet, Mario Draghi, comme nous tous, a constaté que le Brexit n'a pas engendré une chute des marchés boursiers dans leur ensemble. Les États-Unis ont baissé pendant 2 séances et puis ils sont remontés à pleine vitesse sur des plus hauts historiques. Le FTSE a très bien tenu et est sur ses plus hauts annuels. Quant au CAC et au DAX, eh bien, ils ont repris pratiquement, on va dire 7% pour le DAX et 10% pour le CAC depuis leur plus bas. Donc pour l'instant en Europe, l'impact négatif du Brexit n'a pas été complètement effacé, mais on va dire que par rapport à la bérésina que certains opérateurs anticipaient, eh bien on est bien loin de cela. Donc Draghi continue de dire qu'afin de garantir les objectifs fixés par la BCE, eh bien, le conseil de la BCE utilisera tous les instruments nécessaires pour atteindre ces objectifs. Ça, il le dit pratiquement à chaque fois. Mario Draghi nous dit aussi que, étant donné l'incertitude actuelle sur les marchés financiers, eh bien, il va continuer de monitorer les marchés, c'est-à-dire de suivre leur évolution, autant sur l'euro-dollar, les indices, que sur les statistiques, surtout les statistiques d'inflation notamment. Donc Mario Draghi nous dit que la croissance est soutenue par la demande intérieure. Mario Draghi continue de nous dire que l'Europe est dans un processus de recovery, c'est-à-dire un processus de retour à la normale, de retour à la croissance, mais que ce processus se fait à un rythme très modéré, c'est le cas de le dire. Alors je lis également, et c'est rigolo, de nombreux commentaires d'analystes ou de journalistes qui disent que Mario Draghi a besoin de vacances, qu'il a l'air très fatigué. Mario Draghi nous explique que la croissance du 2e trimestre en zone euro devrait être inférieure à la croissance du 1er trimestre, mais il nous avait déjà expliqué au mois de juin que ce soit la croissance ou l'inflation, il attendait au 2e, voire peut-être au 3e trimestre des baisses, mais qu'ensuite, à la fin du 3e, voire au 4e trimestre, eh bien, la croissance et l'inflation pourraient reprendre.
Donc Mario Draghi, de toute façon, est le directeur de la BCE, donc il se doit limite d'être confiant et de montrer qu'il a la main. Hein, donc même si les chiffres d'inflation sont très faibles, Mario Draghi nous continue de dire qu'ils vont suivre les développements sur l'inflation. Même si la croissance en zone euro est très faible, eh bien Mario Draghi nous dit que la croissance se fait à un rythme modéré. Même si d'après les études de la BCE, des économistes, eh bien, les chiffres d'inflation et de croissance peuvent être moins bons au deuxième trimestre. Ils estiment quand même que d'ici la fin de l'année, ce sera meilleur. Donc, ce qu'il faut noter avec les banquiers centraux, c'est que les banquiers centraux font preuve souvent ce qu'on appelle de wishful thinking. Le wishful thinking, c'est un optimisme exacerbé, c'est-à-dire que ils sont toujours confiants pour l'avenir. Donc même si ça va pas bien aujourd'hui, on nous explique que ça ira mieux plus tard. Donc pour l'instant, l'euro-dollar se stabilise sur les indices, pas de réaction particulière. Quelqu'un me dit, peux-tu regarder le DAX? Alors le DAX et le CAC, c'est la même chose, hein. Les réactions seront identiques. Donc le DAX est, tout comme le CAC, dans un processus de rebond. Il a fait un nouveau plus haut ce matin, puis il s'est stabilisé sur les 10 100 points. Il est toujours dans une tendance haussière de court terme. On peut tracer une oblique ici qui passe par tous les plus bas et qui fait soutien. Même si on descendait sur les 10 055, 10 060, on serait toujours sur ce support. Seule une cassure nous inviterait à la prudence et engendrerait potentiellement un retournement de tendance à très court terme. Donc je suis repassé sur le 440. Donc le 440, toujours donc dans une tendance ici haussière en données 4 heures, avec une zone de soutien clé entre 4270 et 4300. Et une zone de résistance clé, bien évidemment, ici à 4400 qui bloque depuis plusieurs séances. Donc vous voyez qu'on est plus ou moins en train de se mettre dans un triangle. Ça ne passe pas en haut. Est-ce qu'on va retourner sur les supports? Et dans quel sens se fera la sortie? Ça dépendra des politiques monétaires des banquiers centraux. On a rendez-vous avec la BOJ, la Banque du Japon, vendredi prochain. On a rendez-vous avec la Banque d'Angleterre le 4 août prochain. Il y avait peu d'attentes, comme je vous le disais, par rapport à cette conférence de Mario Draghi aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a si peu de volatilité. Néanmoins, quand Mario Draghi va répondre tout à l'heure aux questions-réponses, il se pourrait qu'on ait un peu plus de volatilité, notamment s'il parle de l'Italie. Alors, RB me dit, Draghi s'occupe de l'Europe, mais il ne fait pas mention de la Fed. Non, il est très rare que Mario Draghi parle de l'économie américaine et de la politique monétaire américaine. Christophe me dit, il ne se passe rien. Bien écoutez Christophe, vous m'envoyez le premier désolé. J'adore quand il y a de la volatilité, d'éventuelles cassures de support ou de résistance et des choses à vous raconter. Ici, malheureusement, on manque vraiment de volatilité. Alors néanmoins, si vous avez des questions à moyen terme, si vous avez des questions d'analyse technique, si vous avez des questions sur d'autres actifs, n'hésitez pas, étant donné que le marché est très peu volatile, eh bien on va se faire un petit tour d'horizon des marchés si vous le souhaitez. Donc si vous voulez que je regarde d'autres actifs, n'hésitez pas à me le dire. Grégoire Favet, le journaliste de BFM qui s'occupe de l'émission de l'après-midi, qui écrit sur Twitter ZZZZ comme si on s'endormait. Effectivement, pour l'instant, on a l'impression qu'on est en pleine période estivale, on est fin juillet, les opérateurs sont à la plage, on a une réunion de banque centrale, mais aucune volatilité sur les marchés. C'est vraiment... c'est tout simplement un marché d'été. Hein. Alors, Mario Draghi a laissé entendre que le programme de TLTRO de la BCE permettait d'améliorer les conditions des prêts. Mario Draghi voit l'inflation baisser dans les mois à venir, ou bien du moins rester très faible, very low inflation. Par contre, il voit l'inflation remonter en 2017 et 2018. Donc ça, c'est le fameux wishful thinking dont je vous parlais tout à l'heure. En gros, quand les chiffres sont pas bons à court terme, on nous explique que c'est pas grave, ils seront meilleurs par la suite.
Mich me dit quelle banque française est plus exposée à l'Italie. Alors, je ne peux pas vous dire laquelle est la plus exposée à l'Italie. Je me rappelle juste que quand on était dans la crise européenne 2010-2011, effectivement, à un moment, le Portugal et l'Espagne étaient dans des situations particulières, mais c'est surtout l'Italie qui, à un moment, avait fait très peur aux investisseurs et aux banques. Euh, En fait, c'est pas quelle bancaire française est plus exposée à l'Italie. Toutes les bancaires françaises sont exposées à l'Italie. Toutes les banques d'Europe sont exposées à l'Italie. L'Italie est un des pays les plus importants de l'Europe. Des produits financiers qui, à l'intérieur, ont de l'Italie, il y en a énormément dans tous les pays et dans toutes les banques. Bien évidemment, Crédit Agricole, Société Générale, BNP sont les trois principales banques françaises et elles doivent être détentrices de nombreux produits italiens, à mon avis. Alors, Alan nous dit ça va venir plus tard, la volatilité. Alors, je l'espère. Anil nous dit le VIX ne bouge pas. Bah, c'est clair, étant donné qu'il n'y a aucune volatilité sur les marchés, le VIX, le Volatility Index, reste au plus bas. Gilles me dit je remarque que le café monte en fonction des prix du DAX par rapport au dollar US. Ou du dollar US. Alors Gilles, le café, que ce soit Arabica ou Robusta, il cote en dollars. Donc bien évidemment, quand le dollar monte, ça pèse sur les prix et quand le dollar baisse, ça permet au prix de remonter mécaniquement. Il n'y a aucune corrélation apparente entre les indices boursiers et les cours des cafés. Les cours des cafés, comme de nombreuses matières premières agricoles, eh bien, évoluent en fonction des intempéries, de la météo et bien sûr de l'offre, de la demande et des stocks. Alors Jérémy me dit j'ai quand même réussi 2 scalps. Alors effectivement c'est un marché de scalpers, c'est un marché très court terme. L'euro-dollar travaille la zone des 1,10-10 depuis tout à l'heure. Et puis, puisque Mario Draghi ne se veut pas particulièrement accommodant, eh bien, l'euro-dollar repart à la hausse. Il a gagné très rapidement 50 points. Maintenant, ça reste une petite réaction sur support. Comme je vous l'ai expliqué sur l'euro-dollar ces dernières séances dans l'émission La Matinale, tous les opérateurs, enfin de très nombreux opérateurs, le consensus sont baissiers et pensent que l'euro-dollar de toute façon va retourner vers 1,05 voire la parité. Mais ça c'est un discours que l'on entend depuis un an et malgré tout depuis un an l'euro-dollar a tendance à bien tenir. Donc moi quand je vois l'euro-dollar baisser avec la BCE et toucher un support clé ou bien tenir un support et tenter de relancer, eh bien je note tout simplement que l'euro-dollar est particulièrement résilient et tant que l'euro-dollar tiendra la zone des 1,0980-1,10, eh bien il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Et même s'il devait casser par le bas par la suite, étant donné qu'il est dans un range, il peut très bien de nouveau faire une rotation de la borne basse à la borne haute avant d'éventuellement repartir à la baisse. En tous les cas, à très court terme, étant donné que Mario Draghi, théoriquement, n'allait faire aucune modification de sa politique monétaire, eh bien ça a plutôt un impact haussier sur l'euro-dollar. Alors Mario Draghi commence la session questions-réponses. Mario Draghi nous dit qu'à ce stade, il n'a pas encore parlé de mesures additionnelles spécifiques pour la rentrée. Donc c'est ça qui fait que les indices ne sont pas soutenus particulièrement et consolident un petit peu. Étant donné que Mario Draghi explique que pour l'instant croissance et inflation vont rester faibles, étant donné qu'il ne donne pas de modification de son programme, eh bien ça a tendance à peser un petit peu sur les indices. Si Mario Draghi avait été très confiant, s'il avait parlé d'augmentation de son programme, de modification des règles, ça aurait pu booster les indices. Étant donné que pour l'instant il botte en touche, eh bien on assiste à une petite respiration sur les indices. Néanmoins, gardez en tête que les indices européens évoluent aussi beaucoup, surtout en fonction des indices américains, qu'il y a beaucoup de publications d'entreprises américaines à chaque séance cette semaine. Et donc,
même si le CAC, le DAX reflue un petit peu vers les supports, tant que les indices US sont haussiers, eh bien l'Europe peut le rester également. Olivier nous dit, est-ce que ce manque de volatilité sur une intervention de la BCE ne signifie pas un affaiblissement de la hausse ? Non, je ne pense pas du tout, Olivier. Déjà, il était attendu que Mario Draghi botte en touche, je vous l'ai dit dès le début de cette émission. Les marchés n'ont pas d'attente particulière par rapport à cette réunion de la BCE. Tout le monde sait que Mario Draghi attend en théorie le mois de septembre pour pouvoir éventuellement modifier sa politique. Les opérateurs sont plutôt attentistes en vue de la BOJ et de la BOE vendredi prochain, puis le 4 août prochain. Je pense que si à court terme on a une baisse du CAC 40 et une respiration de marché, c'est aussi parce qu'on était sous résistance et c'est aussi parce qu'on a besoin par moment de reprendre notre souffle à l'intérieur de la tendance haussière. Étant donné que Mario Draghi a botté en touche, il n'a pas donné de catalyseur nécessaire pour retourner challenger les plus hauts, voire les dépasser, et donc en l'absence de signaux haussiers, de redémarrage haussier, eh bien, on se stabilise dans une zone horizontale de prix. Mich me dit, je ne parlais pas de l'Italie en général, mais du problème évoqué sur les bancaires italiennes. Alors Mich, concernant les bancaires italiennes, c'est 360 milliards de dettes qui sont problématiques. C'est gigantesque. Je ne sais absolument pas comment l'Europe va pouvoir gérer ce problème. À court terme, on essaye de nous faire croire que la Commission européenne et l'Italie vont se mettre d'accord et que l'Italie sera là pour aider ses banques. Sauf que 360 milliards, c'est une somme faramineuse. Donc, en fait, c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. D'un côté, je trouve que c'est une somme extrêmement élevée. Ça dénote un marché bancaire italien dans une situation terrible. Mais d'un autre côté, eh bien, les marchés ont déjà pricé, ils ont déjà pris en considération un petit peu ce risque. Les bancaires italiennes ont perdu en moyenne 60% depuis le début de l'année. Elles se sont très fortement dépréciées. Donc l'impact en fait sur le marché a eu lieu. Et alors qu'on pourrait croire que 360 milliards de dettes dans les banques italiennes, ça pourrait fragiliser le système bancaire européen, eh bien, étant donné qu'on est dans une ère de taux à zéro, voire de taux négatifs, eh bien, j'ai l'impression que les marchés ne sont absolument pas alarmés par tout ce qui est problème de dette. Il y a de la dette dans un pays, il y a un problème, il faut sortir une enveloppe, les taux sont à zéro, eh bien on emprunte, on gère le problème et on verra plus tard pour rembourser la dette. Et donc actuellement, même s'il y a des problèmes avec les subprimes automobiles aux États-Unis, les prêts étudiants aux États-Unis, de nombreux pays en Europe qui ont dépassé leurs objectifs de dette, de déficit, même si il y a des endettements massifs un peu partout dans le monde, eh bien pour l'instant ça n'est pas suffisant pour faire plier les marchés, parce que les marchés partent du principe que les taux sont à zéro voire négatifs, donc ça ne coûte rien d'emprunter, donc tout le monde emprunte et on verra plus tard. Voilà, c'est ça. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui tombe d'un immeuble de 50 étages et qui, à chaque étage, dit « Jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien. » Mais ce qui compte, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bien évidemment, et ça, j'en suis conscient. Vous aurez remarqué que, fondamentalement parlant, dans mes émissions au quotidien, je vous explique à quel point on tire vraiment les limites du système. Les marchés américains sont haussiers parce que les opérateurs préfèrent acheter des actions américaines qui sont puissantes dans des tendances haussières plutôt que d'acheter européens, japonais ou chinois. Donc, même si les marchés américains sont survalorisés, eh bien, ils continuent de grimper. Les résultats aux États-Unis sont en baisse pour le 7e trimestre consécutif, mais parce que les sociétés américaines rachètent leurs propres titres, eh bien, ça fait monter artificiellement les indices américains. Donc voilà, fondamentalement parlant, le Brexit sera déstabilisant pour l'Europe, l'Europe sous-performe les États-Unis, on a des problèmes à nos frontières avec notamment ces déboires en Turquie, on a les banques italiennes qui sont dans une situation très complexe, il y a plein de choses qui ne vont pas. Sauf que tous ces facteurs baissiers sont connus des investisseurs et sont connus des marchés.
D'ailleurs, j'ai rédigé un papier qui s'appelle « Pas de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles ». Vous pouvez le retrouver sur le site de CMC Markets. Donc vous pouvez y retrouver la matinale, une analyse sur Air France, vous pouvez retrouver mon analyse sur le blé, une vidéo sur le money management. Donc je vous invite tous à aller jeter un œil dans cette rubrique. Et puis le papier que j'ai écrit hier et qui est publié ce matin, c'est « Pas de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles ». Et en fait, dans ce papier, je vous explique que les chiffres au Japon sont pas bons, mais la BOJ va faire du quantitative easing. Le Brexit est déstabilisant, mais la BOE pourrait faire du quantitative easing. L'Italie ne va pas bien, mais les bancaires italiennes ne vont pas bien, mais l'Italie et la Commission européenne vont se mettre d'accord. Et puis à court terme, les statistiques chinoises qui étaient jusqu'ici mauvaises sont ressorties meilleures qu'attendues. Donc en fait, toutes les mauvaises nouvelles que l'on a sont connues, et toutes les mauvaises nouvelles sont gérées de la même façon par plus de quantitative easing. C'est-à-dire que plus ça va mal, plus les banquiers centraux font du quantitative easing, plus ils font du quantitative easing, plus ils font monter artificiellement les marchés. Et c'est ainsi que le gap, donc l'écart entre les fondamentaux, donc la réalité économique, et les marchés, donc les indices boursiers, ne fait que croître ces derniers trimestres. Vous avez des indices américains qui continuent de grimper et de faire des nouveaux records, alors que depuis 7 trimestres consécutifs, vous avez une baisse des résultats des entreprises américaines. Mais ce qui fait tenir, c'est encore ce fameux wishful thinking, c'est de dire « ça va pas aujourd'hui, mais ça ira mieux demain ». Et si ça va pas mieux demain, c'est pas grave, les banquiers sont là. Donc vous voyez, c'est un peu devenu la réponse à tous les problèmes à travers le globe. Bien évidemment, ça aura très certainement à un moment une limite. Est-ce que cette limite, ce sera une limite en termes de montant? Est-ce que ce sera une limite en termes de pourcentage par rapport au PIB? Est-ce que ce sera une limite parce qu'à un moment, les investisseurs ne croiront plus au discours des banquiers centraux et se rendront compte que les QE ne sont pas efficaces? Ça, je ne le sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les facteurs négatifs sont connus. Et ils sont connus, ils ont eu leur impact, et malgré leur impact, pour l'instant, les marchés montent. Donc ça veut dire que les marchés font fi des mauvaises nouvelles, pensent et espèrent que ce sera géré dans les mois, les trimestres à venir, et donc on peut continuer de grimper. Philippe me dit, y aura-t-il des conséquences sur l'or ? Alors c'est la question depuis le début de l'année, étant donné que les opérateurs se réfugient quand même sur le marché obligataire, on a vu aussi de nombreux opérateurs se réfugier sur l'or et acheter de l'or comme un refuge. Acheter de l'or parce qu'il y avait de la forte volatilité et des baisses sur les marchés européens. Acheter de l'or également parce que les taux sont en train de passer négatifs sur les obligations d'État et donc l'or avec son rendement nul est attractif. Pour que l'or puisse monter réellement à moyen long terme, il faudrait un facteur clé, c'est la baisse du dollar américain. Or, pour que le dollar américain baisse, il faudrait que les États-Unis ne soient plus positifs sur leur économie et envisagent de baisser les taux d'intérêt et de changer leur politique monétaire. Donc pour l'instant, tant que les États-Unis notent des bons chiffres de l'emploi, des bons chiffres économiques et restent ancrés dans une politique de hausse de taux, eh bien le dollar américain a tendance à être recherché et à peser un petit peu sur les cours de l'or. Si dans 6 mois, imaginons, les États-Unis tombent en récession, les PIB deviennent négatifs, les actions commencent à chuter, les indices commencent à chuter, là, la Fed serait susceptible de nouveau de baisser ses taux ou bien de faire du quantitative easing comme en Europe et au Japon, et alors le dollar chuterait potentiellement fortement, et alors l'or en profiterait très fortement, car l'or montrait d'une part en tant que devise, en tant que matière première refuge, en tant qu'actif refuge, qu'on achèterait parce que effectivement il y a une récession aux États-Unis, et quand il y a une récession aux États-Unis, généralement ça va pas très bien dans le reste du monde. Et d'autre part, l'or profiterait alors d'une chute du dollar américain, étant donné que la politique monétaire américaine aurait été modifiée. Mais à court terme, tant que les chiffres plaident pour une hausse de taux en fin d'année, eh bien le dollar est recherché et ça pèse sur les cours de l'or.
Alan dit donc toutes les nouvelles sont mauvaises. Effectivement, Alan, il y a beaucoup de nouvelles mauvaises, mais une mauvaise nouvelle peut être une bonne nouvelle. Car une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle, imaginons au Japon, en Chine ou autre, ça veut dire que ça va pas bien, et donc ça veut dire que la banque centrale est susceptible d'injecter. Donc quand on a des chiffres économiques qui tombent en demi-teinte ou un petit peu inférieurs aux attentes, c'est pas très bon, ça pèse un peu sur les indices. Et bizarrement, quand les chiffres sont vraiment très mauvais, eh bien, ça augmente la probabilité de hausse du quantitative easing de la zone en question, et donc ça fait monter les marchés. Donc une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle pour les marchés, et une bonne nouvelle est une bonne nouvelle pour les marchés. Résultat, ça monte tout le temps. On parle bien des États-Unis. Alan dit c'est le jeu des musical chairs. Effectivement, Alan, j'utilise souvent ce terme, les chaises musicales. Les opérateurs sont tous en train de tourner autour des chaises, et puis les banquiers centraux font tourner la musique du quantitative easing. Et puis, à un moment, si on arrête la musique, eh bien, on verra qui arrive à s'asseoir. Il y aura bien évidemment plein de gens qui ne pourront pas s'asseoir, qui seront obligés de couper leur position. Ça pourrait engendrer de forts décalages sur les marchés, mais pour l'instant, la musique ne s'est pas arrêtée. Est-ce que vous avez plus de questions? En parallèle, je continue de lire les news. Donc il n'y a pas de nouvelles particulières supplémentaires. C'est vraiment un marché qui ne bouge plus. On est typiquement dans un marché estival, peu de volume, peu de volatilité, les indices montent petit à petit. Mario Draghi estime donc que d'après les prévisions, l'inflation pourrait remonter à 1,8 à moyen terme, et l'objectif de la BCE, c'est une inflation à 2%. Bon, je ne vois pas comment ils peuvent continuer de viser une inflation en hausse de 2%, sachant qu'on arrive difficilement à avoir une inflation à 0. Mais bon, ça fait 1 an qu'ils nous le disent, alors on va continuer d'attendre et de voir. Mais si dans 1 an, vous voyez que l'inflation n'est pas remontée, qu'elle est restée négative, etc., vous comprendrez bien que les banquiers centraux ne sont pas tout puissants et peuvent aussi se tromper. Donc Mario Draghi explique que les règles prévoient toute la flexibilité nécessaire pour aider les banques, les activer du ressort de la CE, donc Commission européenne. Donc encore une fois, Mario Draghi explique que la BCE est là si nécessaire, mais qu'elle n'a pas non plus tous les pleins pouvoirs, ce qu'il dit souvent. Mario Draghi nous explique que pour l'instant, il n'y a pas d'impact majeur du Brexit qui a pu être constaté dans les chiffres économiques. C'est ce que nous disait également l'étude de la BOE, de la Banque d'Angleterre récemment. Mario Draghi est d'accord sur le fait qu'il faille se pencher sur le problème des créances non performantes, donc les fameuses créances italiennes notamment. Donc voilà, pas de grandes nouvelles. On attend une hausse de la croissance en zone euro à un rythme modéré. On continue d'entrevoir une baisse de l'inflation dans les mois à venir avant une éventuelle remontée de l'inflation, la BCE anticipant une remontée de l'inflation pour 2017 et 2018. Concernant les banques italiennes, ils vont étudier la situation. Concernant les marchés, s'il y a des soucis, la BCE est là. En gros, Mario Draghi nous a répété ce que tout le monde sait déjà. C'est la raison pour laquelle les indices ne sont pas repartis à la hausse. Ils stabilisent à plat. C'est un non-événement pour les indices. Et pour l'euro-dollar, ça lui a permis de regagner 50 points sur son support, étant donné que Mario Draghi n'a pas été particulièrement accommodant. Alors Phil me dit, pourrais-tu faire un point un jour sur les ETF ou les fonds permettant d'investir dans les fintech? Alors pourquoi pas? Si vous connaissez certains noms de fonds, certains ETF et qu'on les a sur la plateforme de CMC Markets, je les étudierai avec grand plaisir. David nous dit, franchement, c'est du n'importe quoi. Toujours, les indices toujours dopés par les QE. Les banques centrales, un beau matin, se réveilleront avec la gueule de bois. Effectivement, ça fait des années que ça dure, des années que les quantitative easing font monter artificiellement les actions et baisser les obligations, mais pour l'instant, ça
Ça ne dérange personne. Alors, Alan, si vous voulez m'écrire, voici mon email. Alors, Christian dit, et pour l'argent, on s'enlise doucement. Alors, les cours de l'argent sont fortement remontés quand même ces derniers mois. Les cours de l'argent gagnaient jusqu'à plus de 40% depuis le 1er janvier. Donc, il y a un moment aussi, comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises, les métaux précieux, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, etc. Donc, les cours de l'argent, on va reprendre le graphique, on va prendre l'outil de cours. Les cours de l'argent au mois de juin ont pris 33%. Et les cours de l'argent depuis le début de l'année, au plus haut, ont gagné 52% et au cours actuel, gagnent 40%. Donc les cours de l'argent, l'actif argent est pratiquement un des actifs les plus performants depuis le début de l'année. Donc il est tout à fait légitime qu'à court terme, étant donné qu'il y a de l'appétit pour le risque, étant donné que les indices tiennent bien, étant donné que le dollar est stable, eh bien il est tout à fait légitime que l'argent consolide. L'argent était monté fortement, notamment suite au Brexit. Il avait suivi l'or dans sa catégorie des métaux précieux et des actifs refuges. Comme je vous l'avais expliqué en 2011, quand on avait eu une forte hausse de l'argent et de l'or, eh bien, il y a des périodes où l'argent surperforme nettement. C'est ce qui s'était passé au mois de juin. Il se pourrait que ça continue d'être le cas par la suite. Néanmoins, à court terme, l'argent a perdu 5% et je trouve ça absolument... c'est tout petit. C'est rien. Par rapport à la hausse extrêmement puissante qu'il y a eu ici entre 16 et 21, on n'a même pas retracé un tiers du mouvement. Oui, on a retracé un tiers du mouvement, on arrive sur les 38,2, mais vous voyez, on pourrait très bien consolider de 50%, on pourrait même revenir sur le beau support ici des 17,98, ça permettrait un retracement de 61%, avant éventuellement de repartir à la hausse. Vous noterez même qu'on est susceptible de revenir sur mon oblique ici en orange. Depuis le début de l'année, l'argent est dans une tendance haussière. On monte, on vient chercher l'oblique. On monte, on vient chercher l'oblique. On monte, on vient chercher l'oblique. Là, on est monté très fort. Eh bien, quand on monte très fort, la consolidation est à la hauteur de la hausse précédente. La hausse a été violente, la consolidation peut également l'être. Jusqu'à nouvel ordre, tant que les cours de l'argent seront sous cette oblique baissière qui couvre les plus hauts, eh bien, la tendance restera baissière à court terme et on est susceptible de revenir sur les supports. S'il y a de l'appétit pour le risque et une hausse du dollar cet été, eh bien, il n'est pas inconcevable de revoir les cours de l'argent revenir vers les 17-18 dollars. Ce n'est pas du tout inconcevable, avant éventuellement de repartir à la hausse dans le sens de la tendance. On dit souvent qu'en bourse, les excès engendrent les excès. Un mouvement haussier très puissant engendre souvent une correction à la hauteur de la hausse. Et donc voilà, il est légitime qu'on ait eu cette consolidation. David me dit, que pensez-vous des plateformes qui vont chercher les stops pour repartir à la hausse ou à la baisse en fonction de la position? Alors David, ça pour moi c'est une légende urbaine, ça n'existe pas. Les brokers français, en tous les cas les principaux qui ont pignon sur rue, sont tous régulés par l'AMF, par souvent des entités internationales dans d'autres zones économiques. Les cours des actifs sont souvent les cours de Bloomberg. Si vous avez un broker qui cote l'or 10 dollars au-dessus du cours normal ou 50 points plus bas que les autres sur l'euro-dollar, eh bien, soit vous le contactez, soit vous changez de broker. Mais la théorie du fait que les marchés vont chercher les stops pour sortir les pauvres petits particuliers des marchés, c'est complètement faux. Si vous vous faites chasser vos stops sur les supports, c'est que vous placez mal vos stops, tout simplement. Donc ne tombez pas dans cette théorie des pauvres particuliers qui se font avoir et des méchants professionnels qui savent comment y faire. Il y a des supports et des résistances. Souvent, ces seuils de support et de résistance ne sont pas travaillés au point près, mais à 1,5% près. Sachant cela, c'est à vous d'utiliser des stops relativement larges pour qu'ils ne se fassent pas toucher avant que le marché reparte éventuellement dans votre sens.
Et pour l'instant, le CAC tient très bien, hein. Vous voyez qu'on est venu chercher les 4340, on les a tenus, on revient vers 4366, on se stabilise. Donc là, en données journalières, on est toujours dans une tendance haussière. Les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, on opère une latéralisation des cours, une simple respiration sous une zone de résistance 4390-4400, mais le marché européen reste bien orienté. Je vais finir cette émission par une note de vigilance. La volatilité est au plus bas, les indices américains sont sur des records historiques. Si à tout moment un imprévu de marché, un élément exogène venait changer la donne comme cela a été le cas en août dernier, eh bien on pourrait connaître une forte volatilité et des décalages potentiellement baissiers sur les indices. Donc je vous dis cela pour que vous gardiez une certaine, que vous soyez prudent. C'est l'été, il y a peu de volume, peu de volatilité, mais il y a quand même des mouvements. On n'est pas à l'abri d'un décalage baissier à tout moment si on a des mauvaises nouvelles venant de Chine, d'Italie, d'Angleterre ou autre, que sais-je. Donc n'oubliez pas toujours d'utiliser des stops de protection, ne dormez pas sur vos lauriers. Je vous dis ça parce que l'année dernière, j'ai un investisseur qui au mois d'août, avait gardé toutes ses actions, ses indices en portefeuille sans stop, et puis quand il est revenu de vacances, il avait plus de compte de bourse. Donc voilà, ne tombez pas dans un suroptimisme. Restez factuel, analytique, prenez garde à ces marchés, à la volatilité, notamment quand on est sur des records historiques en plein été. Et souvenez-vous, c'est pas parce que les indices montent qu'ils vont baisser. Si les indices montent, c'est qu'il y a des acheteurs. Et si les tendances haussières, c'est que les acheteurs ont plus de probabilité de gain que les vendeurs. Donc, en l'absence de signaux baissiers, les marchés peuvent continuer de monter. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. J'ai répondu à tous vos commentaires. Je vous remercie d'avoir donc suivi cette émission. Je vous souhaite à tous un bon trading, une bonne fin de séance et j'espère tous vous retrouver demain matin à 10h pour la matinale. Passez tous une très bonne après-midi et à très vite.